Bonjour Tamara Lusada. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Alors pour les auditeurs et téléspectateurs, je dis que vous êtes consul du Venezuela en Martinique. Et donc nous avons tenu à vous recevoir parce que le Venezuela fait l'actualité. Les médias officiels occidentaux passent leur temps diabolisé. Donc nous aurions aimé avoir le point de vue de quelqu'un qui connaît la situation pour nous en parler. Oui, je vous remercie pour me donner la possibilité de parler justement de la situation au Venezuela qui est difficile. On est dans les médias depuis 18 ans, depuis l'arrivée du président Chavez, ça n'a pas cessé de diaboliser pas seulement le président Chavez et la figure du président Chavez et en ce moment la figure du président Maduro, mais aussi toute la révolution bolivarienne et tous les acquis et toutes les actions que notre gouvernement entreprend en bénéfice de la population. Alors justement, 90% du temps des médias officiels se passent à critiquer le Venezuela. J'aimerais qu'on commence par ce qui est bien. Depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir, quelle transformation a pu connaître le peuple vénézuélien? Qu'est-ce qui se fait dans ce pays? Écoutez, pour commencer, le président Chavez, à son arrivée au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est faire une nouvelle constitution où des avancées démocratiques ont été inscrites dans notre carte macro, comme on dit, et notamment la possibilité, c'est unique dans le monde, de faire un référendum révocatoire à mi-mandat pour tous les responsables qui sont élus, qui sortent des élections populaires. Pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent bien, dans tous les autres pays, quand on est élu là, 5 ans, 7 ans, on est même mais là, dans la Constitution, on prévoit que si les citoyens le veulent, ils peuvent imposer l'organisation d'élections pour vérifier si... Pour faire un référendum révocatoire qui puisse dire on est d'accord qu'il reste, on n'est pas d'accord, à mi-mandat, bien sûr accomplissant des procédures qu'il faut respecter, des délais, etc., le nombre de personnes qui voilà. Et ça a été établi dans notre constitution. C'est une chose qui, comme je viens de dire, est unique dans le monde. Dans le monde entier, ça n'existe pas. Et c'est la première démonstration que notre révolution, c'est une révolution démocratique. D'ailleurs, à partir du changement des constitutions qu'a fait le président Chavez, il a organisé des nouvelles élections. Après qu'il ait été élu la première fois, il a changé, on a voté une nouvelle constitution, il a proposé, mais nous l'avons voté, tous les peuples vénézuéliens, et il s'est fait réélire, c'est-à-dire il a organisé des nouvelles élections pour voir si le peuple vénézuélien encore voulait de lui comme président. Et le peuple vénézuélien a réélu le président Chavez une deuxième fois. Et d'autre part, nous avons fait toute une rénovation des institutions pour pouvoir faire face à tous les retards qu'il y avait dans le développement du pays. Et pas seulement dans la Constitution, mais nous avons réformé des grandes quantités de lois pour défendre les ressources naturelles, la loi des pêches, la loi de la distribution des terres, une loi agraire, dans le but d'exploiter par le peuple même et respecter les ressources naturelles du Venezuela. Et il y a un certain nombre de lois qui imposent des missions. L'État doit remplir des missions et il n'a pas le droit de ne pas le faire en matière de logement, de santé. Tout à fait. Est-ce que tu pouvais nous parler de ces missions? Voilà. Dans la Constitution, la nouvelle Constitution, l'accès au logement, l'accès à l'éducation, c'est une obligation d'État. Mais le président Chavez, à l'arrivée au pouvoir, on avait un énorme retard dans le développement de l'éducation, et lui, de la santé, par exemple, de logement, et il a créé des missions, et que ce sont des programmes sociaux
pour travailler dans des domaines précis. La mission santé, c'était pour développer, en laissant à côté un peu les structures normales du gouvernement qui était lente à ce moment-là, pour pouvoir donner accès à la population aux soins. Et la même chose il a fait avec l'éducation. Il a créé des missions pour l'alphabétisation de la population vénézuélienne et pour donner accès aux études des deuxième degré et aux personnes qui restaient dehors les systèmes normal parce qu'il n'y avait pas suffisant d'écoles, d'universités, etc. Donc il a créé ces missions, mission Rivas, mission Sucre, c'était pour donner des formations spécialisées aux personnes qui étaient dehors du système et faire face de cette façon rapidement aux besoins de la population. Oui, parce que j'allais dire que l'Europe aussi, ils disent que la loi prévoit le droit à la santé, à l'éducation, sauf que dans la réalité, ça ne se fait pas. Au contraire, on réduit les services publics. Tandis qu'avec ces missions-là, il y a des constructions, par exemple en matière de logement. Est-ce qu'on a une idée du nombre de logements qui ont été construits Bien sûr, une des missions, c'est la mission logement, qui a été créée par le président Chavez depuis 2011, quand il a créé. Jusqu'au présent, nous avons construit presque 2 millions de logements. 2 millions de logements 2 millions de logements dans tous les pays. Qui ont été donnés aux populations des aux populations qui n'avaient pas des maisons. Je ne sais pas si vous connaissez le Venezuela. Vous savez qu'à Caracas et dans tous les grandes villes, il y a les centres, les lotissements des riches, etc., classe moyenne, et autour des maisons, des fortunes presque, dans des terrains que les gens avaient occupés sans avoir droit pour se construire une maison de carton, comme on dit, et dans des conditions pénibles. Et donc l'idée du président Chavez, c'était finir avec ça et donner la possibilité à la population. Oui, donc, et puis des centres de santé, des écoles qui ont été faites, des écoles, des universités. Le président Chavez a créé plus le chiffre, je ne l'ai pas exact, un peu plus de 10 universités au Venezuela. Parce qu'avant de l'arrivée du président Chavez, pas mal d'étudiants, un nombre important d'étudiants ne trouvaient pas de place à l'université, ils restaient dehors. Donc ils ne pouvaient pas continuer ces études universitaires. Et le président Chavez a créé plus de 10 universités pour permettre à tous les Vénézuéliens qui veulent continuer ces études universitaires de le faire. Et nous avons le nombre des inscrits dans l'éducation supérieure les plus grands de l'Amérique latine. Et donc, voilà. Ce sont des personnes qui ont pu continuer ces études et avoir un diplôme universitaire. Oui, j'aimerais revenir sur la question de la démocratie parce que la Constitution a institué un droit de contrôle sur les élus, a imposé des lois qui satisfassent les conditions de vie, mais il y a un bond qui a été fait avec l'institution de la Constituante qui a fait couler beaucoup d'autres. Donc, et cette constitution-là qui remplace l'ancien Parlement a une particularité, c'est que c'est la base qui désigne les candidats. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la nature de cette constituante qui a été tellement critiquée par les Occidentaux? Oui, la constituante, c'est dans le cadre de notre constitution, l'Assemblée nationale constituante, c'est l'Assemblée qui vient du peuple et qui a le pouvoir originaire. C'est une idée qui n'est pas nôtre, et c'est l'idée des idéologues français, et le pouvoir réside dans le peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir en réalité. Et l'Assemblée nationale constituante, donc, qui a été convoquée pour la première fois par le président Chavez pour la rédaction de la première constitution en 1999, était donc, ça a été convoqué, ça a été demandé parce que c'est une idée qui n'existait pas dans l'ancienne constitution. On a
convoqué pour savoir, demander aux gens s'ils voulaient que la Constitution soit changée. Et les gens ont dit si, et à partir de là, on a convoqué l'Assemblée nationale constituante. Après, quand la nouvelle Constitution a été faite, on a créé cet organe avec caractère constitutionnel. C'est à tout moment, comme le président Maduro l'a fait cette année, l'Assemblée nationale constituante peut être organisée, la conformation d'une Assemblée nationale constituante, qui va, à partir du moment où elle est constituée, prendre les pouvoirs pour la création des lois et pour la prise de décisions, en respectant les autres pouvoirs qui sont déjà établis, mais c'est elle qui a le pouvoir réel, parce que c'est l'Assemblée nationale constituante que nous avons en ce moment compte avec plus de 500 représentants députés qui ont été élus, dans des organisations civiles, dans des organisations par métier, donc une conformation qui n'est pas homogène, qui est différente, parce que les représentants venaient des différents secteurs sociaux. Vous me permettez d'insister parce que la différence avec le système démocratique européen, où les partis présentent des candidats, on sait un peu dans quelles conditions, là, il a été demandé aux corps sociaux, aux marins-pêcheurs, aux étudiants, de désigner leurs candidats et de façon à ce qu'ils soient élus. Après, on a présenté. Et quand ils ont désigné là-bas, ils sont élus. Ont été votés. Voilà, on a voté pour dire ok, c'est eux. Mais comment expliquer alors que cette levée de bouclier des pays occidentaux pour dire ah, c'est de la dictature, etc. Il faut utiliser les arguments qu'ils ont. C'est-à-dire, selon la démocratie occidentale, nous le connaissons, surtout l'européenne, c'est des démocraties d'élite. Ce sont mais là, ils ne veulent pas voir le peuple arriver au pouvoir. Non, en fait, c'est ça. Bien sûr que non, bien sûr que non. Alors, continuons en démocratie. La campagne de dénigrement laisse entendre, laisse croire qu'il n'y a pas de médias libres, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé libre au Venezuela, et que alors, le régime, comme ils disent, contrôle tous les médias. Quelle est la réalité de la presse? La réalité de la presse, c'est que la plupart des télévisions et des médias, des journaux, pardon, ce sont des médias privés. L'État vénézuélien a des médias, télévision surtout, il y a une qu'il a récupérée parce que c'était Radio Caracas Télévision qui a été nationalisée, repris par l'État, parce que c'est l'État qui a les contrôles de l'usage des ondes, des fréquences pour la diffusion des télévisions et des radios. Et à ce moment-là, Radio Caracas Télévision avait sa permission qui arrivait à son terme. L'État vénézuélien n'a pas voulu le renouveler. Mais la plupart des médias vénézuéliens... Et qui ne sont pas favorables à la révolution bolivarienne. Pour rien favorables, existent, travaillent librement, sans aucune contrainte. On ne les met pas en prison comme on tue ou crie ou... Ni on tue les journalistes comme on les dont on ne parle pas dans les médias occidentaux européens. On ne parle pas on a tué, je ne sais pas, 50, 26, je ne connais pas les chiffres exacts des journalistes au Mexique. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un journaliste qui essaie de faire des recherches sur les réseaux de distribution des drogues ou la corruption dans les milieux policiers, etc., il est immédiatement mort, assassiné et pendu des ponts dans les autoroutes. Et on n'en parle pas de cela. Non, les médias au Venezuela, les médias privés, travaillent, ils font ce qu'ils veulent faire. L'État vénézuélien, pour faire face à toute l'agressivité et à l'impérialisme des privés, de la formation, à ces médias de communication, la TV qui était toujours la télévision publique vénézuélienne, et TVS qui a été donc créé
à partir de cette téléviseur que nous avons, des canaux de télévision que nous avons récupéré, Radio Caracas, c'est devenu TV. Et ça fait 2. Il y a Vive TV, qui c'était une chaîne de télévision créée justement par Thierry Deron, qu'on connaît, et une télévision alternative, plus explicative, moins plus vers la recherche de la formation, de la suivi, etc. Et je crois que c'est tout. D'après nos informations, il y a beaucoup de médias alternatifs participatifs dans les quartiers, les communes. Il y a des façons pour lutter justement contre le pouvoir hégémonique des médias privés, à part les médias publics. Il y a aussi un réseau qui a été stimulé par le gouvernement, des réseaux de communication, de télévision, de radio, etc., communales. Et dans le but que c'est donner la parole au peuple et que ce soit le peuple même qui fasse ses vidéos, qui fasse ses émissions radio et télévision. Et donc ce sont des médias alternatifs, on les appelle comme ça, qui travaillent dans les quartiers, qui travaillent dans certaines communes. Ils font des programmes de santé, éducation sanitaire, pédagogie. Sur la problématique de chaque zone où ils sont installés, pour faire connaître la vérité de la population. Alors, tout cet immense travail-là, effectivement, a sorti beaucoup de gens de la pauvreté, a permis l'accès à l'éducation, à la santé, et il y a cette arme qui met en avant des manifestations, les gens meurent de faim, ils n'ont pas les produits de première nécessité, le gouvernement affame le peuple. Quelle est la réalité du soutien populaire ou de cette dite opposition? Écoutez, de l'opposition, la plus populaire de l'opposition, ce sont les riches du Venezuela. C'est très connu, on le sait, le peuple le sait maintenant. Depuis l'arrivée du président Chavez, eux, ils ont toujours le mépris par le peuple. Mais au lieu de parler de l'appui de la opposition, je peux plutôt vous parler de l'appui de la révolution. Nous avons organisé, le Venezuela, c'est le pays que le président Chavez est arrivé au pouvoir en 1998, qui a eu de plus d'élections, pas seulement cette année que nous avons fait 2 élections, l'élection pour l'Assemblée nationale constituante, et après nous avons avancé les élections pour les gouverneurs et les mairies, etc. Mais avant ça, on a fait des référendums. Chaque fois gagné massivement par les Chaque fois, on a fait un référendum au président Chavez, figurez-vous. Et il a gagné pour plus de 2 millions de votes de ceux qu'il avait gagné les élections comme président la deuxième fois. Donc la seule fois où il y a eu une contre-performance, c'est pour le Parlement? Non, c'est 2. Nous avons eu 2 échecs, disons. Le premier, c'est une modification de la Constitution qui a proposé le président Chavez pour donner aux missions sociales un caractère constitutionnel. Le peuple a dit non, on ne veut pas, ça n'était pas bien compris, et ça c'était le premier échec. Ouais. L'échec. Et après, en 2015, nous avons fait des élections parlementaires, et c'est la droite qui a passé et qui a gagné. Nous avons respecté ces résultats, nous avons fait partie de la nouvelle Assemblée nationale, parce que nous avons bien sûr perdu, et ils ont gardé la majorité. Mais il y avait des députés. Mais nous étions là aussi, donc le pôle patriotique, qu'on appelle comme ça. Mais cette Assemblée nationale-là s'est mise hors loi, parce qu'elle n'a pas respecté la désincorporation. Ils ont incorporé la séparation des pouvoirs. Non, ils ont incorporé 2 ou 3 députés dont l'élection était
invalidé. Et il fallait refaire les élections. Ils n'ont pas voulu respecter la décision du Conseil national électoral et même du Tribunal suprême de justice. Et ils ont incorporé ces gens-là, ils ont assermenté, etc. Donc là, toutes les décisions à partir de ce moment-là, c'est illégal. Ils continuent de l'être parce qu'ils n'ont pas jamais accepté. Et juste qu'il faut dire que la situation politique au Venezuela est compliquée grâce malheureusement à cause du comportement pas démocratique de l'opposition vénézuélienne. L'opposition vénézuélienne, les leaders de l'opposition vénézuélienne, ce sont des représentants des familles riches au Venezuela qui ont vu ses intérêts et ses pouvoirs amoindris à partir des politiques que le président Chavez a pris à proposer, que les gens ont voté. Pour dire quelque chose, par exemple, Maria Corina Machado, je ne sais pas si elle est la leaderesse d'une des parties de la soi-disant table de l'unité démocratique, la MUD, en espagnol. Et elle vient d'une famille qui était la famille propriétaire de la société d'électricité de Caracas, par exemple, que le président Chavez a nationalisé. Et comme ça, donc ce sont tous. Il faut, eux, ils n'ont aucun projet de pays. Leur seul but, c'est renverser la révolution bolivarienne. Et c'est pour cela que les représentants de ces pays-là, excusez-moi, c'est d'aller de partout dans le monde à demander aux pays puissants, comme les États-Unis, l'Union européenne, de prendre des sanctions contre le Venezuela. Donc, dans quel pays du monde on connaît tels agissements de la part de l'opposition? Qu'ils aillent demander d'assassiner leur pays, d'intervenir militairement, etc. Voilà, envahissez, ne faites pas de commerce avec le Venezuela, interdisez ces fonctionnaires de venir ou de prendre des sanctions contre des fonctionnaires vénézuéliens qui ne sont pas. Je vais revenir sur cet aspect-là parce que je veux quand même finir avec le Parlement illégal qui se maintenait là. Ils n'ont pas respecté la séparation des pouvoirs. Ils ont pris des arrêtés contre le président et nommé des magistrats, sanctionné des magistrats. C'est vraiment le non-respect de la séparation des pouvoirs. Tout à fait. Et pas seulement en légiférant dans des affaires pour lesquelles ils n'avaient pas le pouvoir, mais en plus, ils n'avaient pas voulu suivre les indications du tribunal suprême de justice. Ils étaient déjà dehors la loi et en plus, ils ont essayé de légiférer, de prendre des décisions pour lesquelles ils n'ont pas de compétences. Les compétences que les octroie la Constitution nationale. Donc, je reviens à l'opposition. On a vu que les chefs, c'est l'oligarchie, mais qui manipulent il faut bien le dire, des voyous, parce qu'ils ont brûlé des gens, ils ont détruit ce qui est présenté comme des casseurs, des terroristes en Europe, mais c'était soutenu à bout de bras par les bonnes consciences occidentales. Jusqu'au point que l'Union européenne leur a donné le prix Nobel, le prix Sakharov. De la paix, non, un prix de lutte pour la démocratie, quelque chose comme ça s'appelait, voilà. Et à ces personnes qui ont tué vivantes, incendié vivantes, pardon, plus 29 personnes. Des personnes qui étaient suspectées pour eux d'être chavistes. Parce que c'était des gens qui passaient, qui étaient un peu basanés de couleur de peau et habillés, donc là, personne un peu basanée avec cet aspect, ça doit être un chaviste, on va le brûler. Et ils ont attaqué des personnes, si on pourrait montrer les vidéos, et des personnes à qui ils ont torturé, ils ont ouvert les ventres, et ils l'ont roulé par terre, ils ont passé sur lui
Le plus dramatique, c'était une chose épouvantable. Et parce qu'ils cherchaient une guerre civile au Venezuela, voilà, à l'estime de l'Ukraine et des Syries, etc. Ce sont des gens, ce sont des jeunes, des riches, d'une classe moyenne supérieure, et on vient de leur confirmer justement avec des démantèlements lundi, il y a plusieurs semaines, récemment, d'une cellule terroriste qui était dirigée par M. Pérez. On va parler de Pérez, mais très rapidement, ces criminels-là, les noms des personnes qui ont été tuées ont été identifiés, on a dit, et malgré ça, le monde journalistique occidental dit le régime a tué 129 personnes. Oui. Alors qu'ils ont le nom des chavistes, des gens qui ont été tués. Oui, voilà. Exactement. C'est effrayant. C'est effrayant parce qu'on suit, oui, bien sûr. Oui. Mais les médias occidentaux appartiennent à des monopoles. Est-ce que c'est tout le Venezuela ou bien est-ce que c'est des zones bien précises? Est-ce que c'est la population vénézuélienne qui meurt de faim et qui demande le rejet du gouvernement ou bien des lieux bien précis? Non, si c'était toute la population vénézuélienne, nous n'aurions pas pu gagner les élections de la Constitution ni les élections des gouverneurs. Rappelons pour les auditeurs et téléspectateurs que la Fondation Carter a dit que c'est le pays où les élections sont les plus fiables et les plus sûres, les mieux contrôlés. Le système électoral vénézuélien. Exactement. Donc, vous n'auriez pas gagné si c'était on n'aurait pas pu gagner. Mais cela n'empêche de dire que la population vénézuélienne souffre en ce moment de la manque de certains aliments. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Mais plus que la manque des aliments, c'est une hyperinflation qui est induite à travers un site internet que s'appelle Dollar Today, qui a été instauré à Cúcuta, à la frontière avec la Colombie, qui fixe tous les jours un prix au dollar, hors le prix officiel du dollar. Et donc, les fabricants des produits vénézuéliens, qui ce sont des entrepreneurs, qui malheureusement nous n'avons pas pu agir en démocratisant la production de certains produits qui appartiennent à 2-3 grandes entreprises vénézuéliennes. Donc eux, à partir de ce prix-là de dollars, fixent les prix de leurs produits. Même que pour la production de ces produits, ils reçoivent des dollars à prix officiel. Donc ils ont une double... Donc il y a une manipulation sur la valeur de la monnaie pour empêcher aux gens de pouvoir l'acheter. Pour induire une inflation. Et vous nous disiez l'autre fois que le gouvernement a pris des mesures pour une nouvelle monnaie, etc. Mais que là, ils ont bloqué les transactions avec les banques étrangères pour couler le Venezuela. Non. Le Venezuela, justement pour chercher une sortie à ce blocus financier, a créé le Petro. C'est une monnaie, comme on les dit, une monnaie virtuelle qui essaye donc de donner la possibilité de faire des échanges commerciaux et financiers avec le Venezuela sans passer par le dollar, parce qu'il faut savoir que les mesures qui ont été prises par Barack Obama quand, avec son décret, avait déclaré le Venezuela comme un danger exceptionnel et inhabituel contre la sécurité des États-Unis, et qui ont été renforcées par Trump, établissent en réalité un blocus financier, parce que toute société qui soit qui fasse des activités aux États-Unis, si a des relations commerciales ou financières avec le Venezuela, sera sanctionné aux États-Unis. Donc ça fait
nous empêche nous d'acheter des médicaments. Nous ne sommes pas autosuffisants ni dans la production d'aliments, je crois que bon, ni dans la production d'aliments, ni dans la production des médicaments, etc. Donc nous avons besoin du commerce international. Et quand ils ont établi ces mesures-là, c'est un blocus commercial et financier. Et c'est grâce à cela que la population vénézuélienne souffre. Et la population vénézuélienne le comprend. Ne culpabilise pas l'État vénézuélien. En tout cas, la population pourrait réclamer à l'État vénézuélien plus je dirais en espagnol, mano dura, avec les personnes qui font ce trafic avec les prix, etc. Mais le peuple comprend d'où, quelle est la source de sa souffrance. Et c'est pour cela que nous avons organisé, et aussi bien l'Assemblée nationale, les élections pour l'Assemblée nationale constituante et pour le gouverneur, et nous avons gagné. Et nous allons gagner aussi les élections que l'Assemblée nationale constituante a décidé hier d'organiser pour le quatrième quatrimestre de l'année 2018, c'est-à-dire normalement en avril. On dit que ça devrait être le 23 avril, le jour où on va faire les élections présidentielles. L'opposition vénézuélienne, depuis, justement, pourquoi le 23 avril? Parce que le 23 avril 2017, ils avaient dit on va arrêter les dialogues avec le gouvernement vénézuélien et on va sortir et demander les élections présidentielles tout de suite. Maintenant que l'Assemblée nationale constituante dit bon, on va les appeler, pourquoi? Parce qu'on avait établi un dialogue, des conversations avec les parrainages et l'accompagnement des représentants des divers pays, des pays qui ont été choisis par la proposition et des pays qui ont été choisis par le gouvernement vénézuélien. Et lors de la dernière réunion, qui était convoquée pour le 18 janvier, ils n'ont pas venu. Et le plan que le gouvernement savait qu'ils avaient déjà en tête et organisé, c'était de revenir à la violence. Et pour faire une avancée, ils ne pas permettre la possibilité que la violence s'installe au Venezuela, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent une guerre civile, ça ne les intéresse pas les élections. Ils veulent finir. Ils veulent qu'il y ait une guerre civile pour justifier une agression extérieure, la très connue humanitaire, etc. Et araser avec les pays. Ça c'est seulement leur... Alors, dans ce contexte-là, on apprend que la semaine dernière, l'Union européenne décide de prendre des sanctions, de geler les avoirs, les possibilités de voyager de personnages de la magistrature, de l'économie au Venezuela, de quel droit, et puis pourquoi? Pour favoriser le dialogue. Or, vous venez de nous rappeler qu'il y a un dialogue qui était en cours à Saint-Domingue, et que c'est l'opposition qui n'est pas venue à la dernière réunion. Alors, de quel droit l'Union européenne, qui s'acoquine avec l'Indonésie, la Turquie, met son nez dans les affaires du Venezuela? D'aucun droit, c'est poursuivre la même politique d'ingérence des États-Unis. L'Union européenne s'allie et suit le chemin que les États-Unis, que Trump et Obama marquent sur le Venezuela. Donc la politique étrangère de l'Union européenne n'est pas libre. Appartient, c'est-à-dire est soumise aux États-Unis. Et donc ils n'ont pas le droit de prendre des mesures contre quelconque. C'est une ingérence. Et je vous rappelle que parmi les pays membres de l'Union européenne, il y a des pays qui vont parler avec l'Arabie Saoudite, qui vont parler avec la Chine et qui se disent non, on ne va pas poser la question des droits de l'homme parce que je ne veux pas, on ne peut pas faire l'ingérence dans les affaires intérieures de ces pays. Or, il se permet de sanctionner Alors, ce qui est amusant, c'est que parmi ceux qui ont voté pour ces sanctions-là, il y a le gouvernement espagnol qui a mis des élus catalans en prison
Exactement. Il y a la Hongrie, il y a toute une série de pays d'extrême droite, l'Autriche qui a mis des... Donc bon, mais ce qui est plus spectaculaire, c'est que récemment, les médias ont parlé de l'assassinat du pilote rebelle qui était une figure d'opposition pour désigner le fameux Oscar Pires qui avait lâché des grenades sur une institution. Ouais, voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est demander à nos auditeurs, aux télévidents, et que se passerait-il dans n'importe quel pays qu'une personne, un ex-policier, parce qu'il appartenait à la commission de recherche policière, un ex-policier ou militaire vole un hélicoptère et aille au centre de la capitale. Il lance des grenades contre le tribunal suprême de justice, contre le ministère de l'Intérieur. Que se passerait-il dans n'importe quel pays occidental, supposant que ça se passerait aux États-Unis? Qu'est-ce que vous croyez que ça allait se passer? Est-ce que vous croyez que cet hélicoptère allait arriver à la plage comme nous l'avons permis et que cette personne a disparu, soi-disant il était parti à Costa Rica parce que là-bas apparemment il y a sa maman et sa femme, et qu'après cette personne est reparue, en réalité il n'avait pas parti nulle part, et au mois de décembre, ça s'est passé au mois de juin, lors de la violence que l'opposition a instaurée au pays pendant 3 ou 4 mois, et au mois de décembre, ils ont encore pris en assaut une caserne de la garde nationale bolivarienne. Ils ont attaché tout le personnel qui était là et ils ont volé des armements. Et ça, c'était au mois de décembre. Au mois de janvier, nos recherches, nos services d'intelligence nous ont permis de situer où cette personne s'est cachée avec les autres militants de cette cellule terroriste. Et ils ont été entourés et eux-mêmes ils ont filmé des vidéos où l'officier qui dirigeait le cerclage, simplement de cette cellule, de la maison où on s'est caché. Et il nous dit, les ordres que nous avons du président, c'est de respecter votre vie, donc au rendez-vous. Il faut se rendre. Ouais. Et notre officiel dit ça, et eux-mêmes, ils l'ont enregistré. Et ils ont tué 2 policiers. Et donc la riposte, ils ont dit, et c'est enregistré aussi par eux-mêmes, non, on ne va pas se rendre, on va aller jusqu'au bout. Et ils ont commencé à tirer sur les policiers, ils ont tué 2 policiers. Et bon, à ce moment-là, quand ils ont répondu avec des tirs, des balles, non force, comme il se doit, on tirait aussi, ils ont réduit, comme on dit. Voilà. Enfin, mais on voit bien l'hypocrisie des impérialistes occidentaux. La dernière question, parce que nous aurons l'occasion certainement de faire d'autres émissions, c'est de quelle solidarité bénéficie le peuple vénézuélien dans le monde, parce que les médias officiels ne donnent que la vision de diabolisation, de mensonge et tout, mais nous savons que si la révolution tient, c'est qu'elle a quand même l'appui populaire, mais des soutiens. Qu'en est-il de la solidarité avec le peuple vénézuélien? Bon, il y a partout dans le monde, même dans les pays occidentaux, des mouvements d'appui à la révolution bolivarienne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, dans tous les pays de l'Amérique latine, même si leurs gouvernements sont alliés des États-Unis en ce moment, parce qu'il y a des gouvernements en Amérique latine qui ont changé et qui sont maintenant de droite, qui s'allient à la politique des États-Unis, comme le fait l'Union européenne. Mais dans ces pays-là, il y a des mouvements d'appui à la révolution bolivarienne. Le Venezuela a présidé les mouvements des pays non alignés qui ont tous et en bloc
déclarer, manifester, exprimer leur soutien au gouvernement vénézuélien et à la politique que nous menons démocratique et un respect de la loi et de la constitution nationale vénézuélienne. Et aussi les pays avec qui le Venezuela, comme les pays qui font partie des Pétro-Caribes, etc., qui ont des commerces avec le Venezuela, l'appui de la Chine, de la Russie, nous maintenons avec eux des relations commerciales très importantes, des investissements de la Chine et de la Russie au Venezuela, qui sont les premiers alliés du gouvernement vénézuélien. Je ne peux pas dire le contraire. D'ailleurs, la Chine a fait partie de la réunion de la CELAC, de la dernière réunion de la CELAC. Et la CELAC a organisé un forum CELAC plus la Chine. Et il y a un rapprochement, pas seulement du Venezuela, mais de toute l'Amérique latine vers les géants chinois. Et donc, non, nous comptons, mais le plus important, c'est compter surtout avec l'appui de la population vénézuélienne. Ça, c'est le plus important. En tout cas, nous vous remercions grandement, Tamara Losada, de nous avoir donné toutes ces précisions. Étant entendu que nous aurons de nombreuses autres émissions pour parler du Venezuela. Bien entendu, vous pouvez compter sur moi tout le temps pour parler de mon pays et expliquer au public quelle est la réalité, ou la vérité, la contre-vérité par rapport aux médias occidentaux. Merci encore.